Bienvenue à cette vidéo sur le vote sur la vaccination au Bundestag allemand. Elle a été préparée par un scientifique et analyste de données au sein de l'Association des journalistes de données indépendants. Il y présente quelques résultats rassemblés par des analystes de données et l'initiative Science pour la société sur les thèmes clés du débat actuel sur la vaccination. Une invitation personnelle à des discussions d'experts, notamment avec des représentants de l'initiative Sieben Argumente, composée de 81 professeurs et scientifiques, sur les derniers résultats de la recherche scientifique, a été envoyée aux politiciens allemands. Cela se déroule cette semaine et la semaine prochaine. Nous espérons qu'ils n'ont pas déjà classé le sujet avant cette importante décision et qu'ils accepteront cette invitation au dialogue et à la mise à jour des données nécessaires en tout temps. Les thèmes centraux qui se sont imposés lors de la consultation publique d'experts au sein du comité de santé sont les questions relatives à l'évaluation du danger réel de la maladie Covid-19, à l'efficacité et aux effets secondaires des vaccins et à une surcharge du système de santé. À cet égard, cet exposé de base vise à présenter des résultats de recherche pertinents sur la base des données du RKI, de l'Office fédéral des statistiques, des données de facturation hospitalière INEC, du registre des soins intensifs d'IVI, du rapport de sécurité de l'Institut Paul Ehrlich et de l'Autorité européenne de notification pour la pharmacovigilance. Les sources sont indiquées sous les graphiques dans le document PDF publié. Le risque pour la vie et l'intégrité corporelle en cas d'infection par le virus du SARS-CoV-2 fait l'objet de nouvelles alarmantes depuis le début de la pandémie et aucune réflexion critique n'est autorisée ou encouragée, que ce soit sur le plan scientifique, politique ou médiatique, alors que la lutte contre la pandémie dure depuis 2 ans. Ainsi, ce graphique qui replace les décès déclarés avec un test positif comme Covid-19 dans le contexte de l'ensemble des décès peut surprendre. Sur un taux de mortalité annuel de 1,2%, 1,14% sont dus à d'autres causes de décès et seuls 0,07% à des déclarations Covid-19. Et ces derniers se répartissent au prorata des tranches d'âge de 20 à 80 ans, ce qui permet déjà une première estimation pour discuter d'une vaccination obligatoire généralisée. En effet, les décès dus au Covid-19 concernent principalement le groupe d'âge dans la limite d'espérance de vie statistique, voire au-delà de 80 ans. La part des moins de 60 ans n'étant que de 5,4%. Cette affirmation est illustrée par ce graphique qui montre la faible part des 3 tranches d'âge les plus jeunes dans les décès Covid. La probabilité de décès Covid des tranches d'âge est indiquée par le tableau qui montre que même pour les plus de 80 ans, le risque de décès d'autres causes est de 1 sur 10 et de 1 sur 161 pour le Covid-19. Le fait que la première année de la pandémie, de 2020 à 2021, le nombre total de décès ait dépassé le million a également attiré l'attention des médias. Selon le rapport actuel du RKI, 52 500 morts Covid sont rapportés pour cette période. Le rapport de situation quotidien faisait lui encore état de 33 000 décès Covid. L'annonce progressive de près de 20 000 décès supplémentaires a été régulièrement ajoutée aux nouveaux cas actuels, mais conduit ensuite à des incohérences considérables dans les statistiques globales de décès. En 2021, le nombre a encore augmenté jusqu'à 65 000. Et le rapport quotidien correspondant laisse apparaître dans le nombre total déclaré que là aussi des déclarations ultérieures seraient encore ajoutées. Si nous comparons maintenant les 2 années en fonction du statut vaccinal, 0% en 2020 contre 70,65% fin 2021, l'augmentation des taux de mortalité de 2020 à 2021 dans tous les groupes d'âge en dessous de 84 ans soulève quelques questions. Car ce sont les groupes d'âge qui ne sont guère concernés par la mortalité Covid-19, mais dont beaucoup ont été vaccinés dans l'intervalle.
Seul le groupe des plus de 85 ans présente un recul, soit parce que la mortalité élevée de l'hiver dernier a entraîné une accalmie, soit parce que la couverture vaccinale a effectivement eu un effet proportionnel de plus de 90%. Des études systématiques sur ces deux effets sont nécessaires de toute urgence et n'ont pas encore été réalisées. La comparaison annuelle donne des aperçus intéressants sur les décès Covid-19 par rapport aux autres causes de décès. 2019 est volontiers utilisé comme année de comparaison, bien que, ou peut-être justement parce qu'on y trouve le taux de mortalité le plus bas des dernières années. 939 520 personnes sont décédées et en 2020, il y en a eu 46 000 de plus. Concernant le nombre de décès Covid-19, le RKI et l'Office fédéral des statistiques ont 4 sources très différentes de 33 000 cas déclarés dans le rapport journalier au 31 décembre 2020, 39 760 dans les statistiques de décès de Statis, 44 000 dans le fichier du RKI attribué par date de décès et dans le fichier aspect clinique également publié par le RKI, on compte même 52 550 décès Covid. Là, j'ai de gros doutes sur le sérieux de la collecte et du traitement des données. D'un point de vue démographique, il aurait fallu s'attendre à 23 190 décès de plus de 2019 à 2020 et même à 40 180 de 2018 à 2020, ce qui montre clairement que 2018 a connu le plus grand nombre de décès en pourcentage dans les groupes d'âge. Si l'on déduit maintenant les chiffres Covid, il reste pour les autres causes de décès dans tous les cas une nette diminution allant jusqu'à 6,2%. Et c'est précisément ce phénomène que les statistiques sur les causes de décès démontrent, à savoir que le Covid-19 emprunte pour ainsi dire aux autres causes de décès que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies respiratoires. Le test positif seul suffit à déclarer que les décès, parfois bien plus complexes, sont dus au Covid-19 sans preuve réelle de la cause, et cela n'est défendable ni sur le plan médical ni sur le plan scientifique. Si nous examinons la relation entre le Covid-19 et les autres causes de décès également pour 2021 par rapport à 2019 et 2018, il en résulte, pour les autres causes de décès, une baisse encore bien plus nette jusqu'à 8,2%. Il convient ici d'émettre de sérieux doutes quant à la justesse de la saisie. D'une part, les décès en 2021 augmentent même par rapport à 2018 pour atteindre un nouveau record, non seulement en valeur absolue, mais aussi en données corrigées selon l'âge, et d'autre part, malgré, ou faudrait-il dire à cause de la vaccination, les décès Covid augmentent nettement entre 65 000 et 80 000, pour autant que l'on puisse encore se fier à ces chiffres, et ce bien qu'Omicron assure actuellement des évolutions nettement moins graves. Le refus de faire une distinction nette entre la cause du décès et le résultat concomitant d'un test positif conduit à des scénarios d'horreur dévastateurs qui ne sont pas appropriés. Mais l'augmentation du nombre de décès dans presque tous les groupes d'âge concernés par la campagne de vaccination doit être examinée le plus rapidement possible, en toute impartialité, et en attendant, les décisions politiques hâtives doivent être évitées, car il n'est même pas possible de se préparer au risque de vaccination sur des données probantes. En résumé, le risque mortel du Covid-19 se situe dans la partie inférieure de la courbe générale des décès. Il a lieu en particulier à un âge avancé, généralement lorsqu'une somme de complications se cumule pour conduire au décès. Le Covid-19 a probablement été déclaré cause unique avec des déclarations tardives flagrantes et dans de nombreux cas avec un test positif sans preuve pathologique de la cause concrète du décès. En cette année de campagne de vaccination, l'évolution des taux de mortalité dans tous les groupes d'âge les plus jeunes interpelle et, sans clarification, devrait s'imposer clairement comme critère éliminatoire à la décision de vaccination obligatoire généralisée pour le moment. Dans ce second thème des risques liés à la vaccination, je compare maintenant les exemples de suspicion grave de décès et de lésions permanentes dans le contexte temporel de la vaccination avec un vaccin Covid-19, avec les données cumulées depuis 10 ans de la vaccination contre la grippe.
Une augmentation d'un facteur 40 des décès par million de doses de vaccins par rapport à l'ensemble de la période des 10 dernières années pour la vaccination contre la grippe et de 173 pour les dommages permanents attire l'attention, mais ne trouve pas place dans la discussion sur la vaccination malgré les rapports de sécurité disponibles de l'Institut Paul Ehrlich et de l'EMA. Les infarctus du myocarde, les hémorragies cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux, les thromboses et les septicémies des déclarations présumées montrent clairement que ces réactions ne sont pas anodines. Les troubles convulsifs permanents, les myocardites, les fausses couches, les lésions rénales et la cécité sont également des dommages considérables qui sont rapportés et sans une évaluation définitive de ces lésions, l'obligation de vaccination est de notre point de vue exclue pour le moment. Des indices très clairs laissent penser qu'il existe un nombre important de cas non déclarés parmi les cas suspects. Entre un taux d'effets secondaires vaccinaux déclarés de 2,1% en Islande et de 0,15% en Espagne, l'Allemagne se situe à 0,42% et présente un net retard de déclaration, seulement jusqu'au 31 décembre 2021 pour le moment. Si l'on part du principe que le risque d'effet secondaire est à peu près le même que celui du taux islandais, on peut supposer pour l'Allemagne un chiffre de sous-déclaration de près d'1 million d'effets secondaires vaccinaux. L'analyse des factures de médecins pour le traitement d'effets secondaires des vaccins par la BKK Provita a fourni un autre indice d'un nombre élevé de cas non déclarés qui se situe entre 2 et 2,3% de tous les assurés, alors que l'Institut Paul Ehrlich ne fait état jusqu'à présent que d'un pourcentage de 0,3%. La comptabilisation des effets secondaires après une vaccination Covid, plus les autres complications post-vaccinales, s'élève rien que pour le deuxième trimestre 2021 à 154 000 traitements d'effets secondaires de vaccins dans les cabinets médicaux, là où les 244 576 déclarations de soupçons faites jusqu'à présent par l'Institut Paul Ehrlich pour l'ensemble de l'année ne sont pas soutenables. Le comité directeur de la BKK Provita, récemment remplacé, et l'Institut Paul Ehrlich s'opposent actuellement au traitement de ces données à déclaration pourtant obligatoire. En revanche, l'Institut Paul Ehrlich s'acquitte d'une autre obligation, celle de publier les lettres rouges sur les complications et les risques observés en lien avec la vaccination. Pour le vaccin Janssen, 3 alertes ont été émises entre avril et octobre concernant des troubles hémorragiques et des thromboses. Pour BioNTech et Moderna, il y a eu en juillet l'alerte à la myocardite et à la péricardite, plus fréquentes notamment chez les hommes jeunes, qui ont même entraîné l'arrêt de la vaccination en Islande et sa suspension dans d'autres pays. En tête de liste avec 5 avertissements, on trouve le vaccin d'AstraZeneca, pour lequel les risques de thrombose et d'hémorragie ont été signalés à plusieurs reprises entre avril et octobre. Il ne s'agit pas de complications mineures, comme le montre cet extrait de la notification d'avril 2021 qui faisait état de thrombose et d'hémorragie grave dans des zones inhabituelles, avec parfois une issue fatale. Celui qui décide maintenant d'une vaccination obligatoire devrait, à notre avis, impérativement exiger la clarification finale de ces relations. Le navigateur de données INEC des décomptes de caisses de traitement hospitalier montre de 2020 à 2021 une augmentation très frappante des hospitalisations avec code pour effets secondaires de la vaccination. Si l'on ajoute l'évolution dans le temps des doses de vaccins administrées, on constate une parfaite corrélation entre les deux courbes. Converti au nombre plus élevé de doses administrées, on obtient une augmentation de 54,9 effets secondaires par million de doses 2020, soit une multiplication par 141,3 des effets secondaires traités cliniquement. En résumé, l'augmentation des cas de Covid et des taux de mortalité générale entre 2020 et 2021 soulève des questions importantes quant à l'efficacité du vaccin qui ne peuvent être résolues que par des études avec des résultats libres.
Lors de l'audition des experts par la Commission de la santé du Bundestag lundi dernier, des doutes ont été exprimés quant à l'efficacité de la protection de tiers. Même si l'on s'en tient à l'affirmation verbale de l'autoprotection du vaccin sans preuve concrète. Le risque d'effets secondaires très graves par rapport au vaccin contre la grippe considéré comme sûr est alarmant. À cela s'ajoute le nombre élevé de cas non déclarés, le nombre sans précédent de lettres d'avertissement et l'augmentation des hospitalisations pour effets secondaires vaccinaux qui, selon nous, ne permettent pas de justifier une obligation de vaccination ordonnée par les politiques, tant sur le plan de l'efficacité que de l'innocuité des vaccins au stade de leur autorisation temporaire. Concernant la troisième question, celle de la surcharge du système de santé, les données sur les admissions de 2019 à 2021 obtenues à partir du navigateur INEC fournissent une image surprenante avec une baisse de 13,2% des patients admis en 2020 et de 13,4% en 2021 par rapport aux données de facturation de 2019. Dans ce contexte, la part de patients Covid-19 n'était que de 1,1% du nombre de patients en 2020 et de 2,3% en 2021 sans qu'il soit fait de distinction entre un diagnostic primaire Covid et un diagnostic secondaire positif. En Suisse, on rapporte une proportion d'environ 50% de diagnostics primaires par rapport aux patients testés positifs par hasard avec un autre diagnostic principal. La baisse globale du nombre de patients hospitalisés montre une part de 0,3% et 0,8% des hospitalisations Covid déclarées chez les moins de 60 ans. Le recul se manifeste en conséquence également pour les patients en soins intensifs qui chutent même nettement plus en 2021 par rapport à 2019 pour atteindre un recul de 17%. Dans sa lettre du 9 juin 2020 adressée au président de la commission budgétaire du Bundestag allemand, la Cour des comptes fédérale explique que le taux d'occupation des lits d'hôpitaux a diminué. Par ailleurs, il confirme un taux d'inoccupation supérieur à la normale dans les hôpitaux en 2020 qui serait moins dû à des opérations programmables reportées qu'à une diminution des sollicitations des patients. L'évolution de l'occupation des lits de soins intensifs selon le registre des soins intensifs d'IVI est représentée par cette courbe violette avec une occupation totale relativement constante. Si on y ajoute la part d'occupation Covid-19, on ne constate que des changements minimes de l'occupation totale, même au point culminant des 4 grandes vagues Covid-19. Les changements des disponibilités en lits déclarés sont nettement plus frappants et la capacité totale a diminué de près d'un tiers, passant de 31 300 lits à 21 300 aujourd'hui. Si l'on ajoute l'occupation, celle-ci augmente logiquement, de manière significative, en miroir avec la diminution des lits libres. Pour ce faire, le législateur a créé une incitation non négligeable avec les paiements compensatoires de la loi sur l'allègement des hôpitaux du 19 novembre 2020 qui ont été couplés à une limite d'occupation minimale de 75%. Par une obéissance quasi anticipée, cette limite a déjà été atteinte peu avant le 19 novembre grâce au recul des déclarations des capacités libres et depuis, on n'est plus descendu en dessous de ce seuil. Le fait que les hôpitaux se trouvaient ainsi à nouveau en permanence dans la zone d'un taux de plus de 80% rentable de l'infrastructure coûteuse des soins intensifs est également confirmé par la Cour des comptes fédérale dans la lettre déjà mentionnée adressée à la Commission du budget où elle parle d'une surcompensation par les recettes fiscales en cas de baisse du taux d'occupation des lits. Elle souligne que l'État fédéral n'a donc pas effectué majoritairement de paiements pour maintenir des capacités hospitalières disponibles pour les patients Covid-19, mais qu'il a contribué au risque économique d'un taux d'occupation insuffisant des hôpitaux. La prétendue surcharge du système de santé peut être réfutée pour toute la durée de la pandémie par les données d'IVI ainsi que par les données de facturation INEC.
La baisse de 30% des capacités déclarées de 31 324, la différence de 10% entre l'occupation maximale de 20 182 et l'actuelle de 18 262 et une part maximale de Covid-19 dans l'occupation des soins intensifs de 28,4%, fin décembre 2020, alors que la réserve de secours mise en place en août 2020 n'a jamais été utilisée pour compenser des pénuries compte tenu des capacités disponibles. L'argument souvent avancé d'une diminution des capacités de soins ne peut pas être confirmé à cet égard, car en réponse aux demandes, il est indiqué qu'aucune donnée n'est disponible à ce sujet. Ces affirmations sont donc dénuées de substance et il convient de comparer avec les discussions sur la pénurie de soins qui ont eu lieu avant la pandémie. En résumé, le net recul du nombre de patients, confirmé par la Cour des comptes fédérale, et une stratégie d'occupation constante des lits de soins intensifs réfutent en toute clarté une surcharge structurelle des soins intensifs. La critique de la Cour des comptes fédérale en particulier met clairement en évidence un éventuel problème central de surréglementation et de réglementation qui ne décharge pas les structures de solutions existantes, mais les alourdit. La question de savoir si la réduction des capacités est une sage décision, compte tenu du doublement démographique des personnes âgées de plus de 80 ans prévu dans les 20 à 30 prochaines années, devrait sans doute être discutée et abordée en priorité avant l'obligation de vaccination. Je souhaite renouveler l'invitation personnelle faite aux décideurs du Bundestag de s'inscrire à une table ronde organisée en ligne à l'adresse impfabstimmung.de. En outre, la vidéo et les documents d'accompagnement seront disponibles au téléchargement sur les sites web des 3 groupes initiateurs qui sont liés à cette vidéo. Cette vidéo et les documents seront également diffusés dans les médias sociaux afin d'offrir des possibilités supplémentaires d'information et de contact. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce sujet et vous adresse un chaleureux et sincère au revoir.